homme en colère. Ancien haut fonctionnaire, il a été diplomate, mais aussi sous-préfet. Il connaît donc bien les rouages de la haute administration publique avec laquelle il a pris ses distances ces dernières années. Alors la manifestation à Paris était d'abord impressionnante en termes de foule, comme dirait le président de la République. Il y avait énormément de monde. Les gens sont effectivement très en colère. Ça va de la détermination forte jusqu'à la colère. Et ce qui m'a frappé une nouvelle fois, c'est que le maintien de l'ordre est sorti du cadre de l'état de droit et qu'on a assisté à une véritable répression. Et il y a des unités de police, en particulier les compagnies d'intervention de la préfecture de police, ce sont ceux qui ont le casque avec les liserés bleus là-dessus, qui sont intervenus à plusieurs reprises dans le cortège pour tabasser, pour matraquer, pour faire peur, pour faire mal. Et ça, c'est plus du maintien de l'ordre, c'est clairement de la répression, donc on sort de l'état de droit. Et ce qui m'a vraiment frappé, c'est la violence de nombreux fonctionnaires de police qui sont plus du tout dans des comportements professionnels. On a même l'impression que certains viennent assouvir leur désir de violence, comme s'ils éprouvaient un malin plaisir. D'autres ont peur, en revanche. C'est clair qu'on voit certains fonctionnaires qui ont peur et qui ont des comportements violents parce qu'ils ont peur. Mais ce qui est sûr, c'est que désormais, cette police n'est plus maîtrisée, en tout cas n'est plus maîtrisée dans le cadre de l'état de droit, et qu'ils reçoivent des ordres, ou au pire, ils sont couverts politiquement. Et ça pose un véritable sujet, c'est qu'aujourd'hui, on a défini les manifestants comme étant des ennemis. D'ailleurs, la sémantique de Gérald Darmanin, la sémantique du président lors de son... pas de son interview, de son allocution, parce que c'était vraiment une allocution, quand il désigne les factions et les factieux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la rue, les gens sont des ennemis de la République, cette fameuse expression qu'on utilise trop facilement du reste. Mais qu'est-ce qu'on fait d'un ennemi? On l'élimine. Sauf qu'un manifestant n'est jamais un ennemi. Un délinquant n'est pas un ennemi. C'est-à-dire que quand bien même des manifestants commettent des violences, ils sont d'abord des délinquants, c'est-à-dire qu'ils ont commis des infractions, et il revient à la police, dans un état de droit, d'utiliser la force strictement nécessaire, un, pour faire cesser l'infraction, deux, pour appréhender la personne qui a commis l'infraction. Mais il ne leur revient pas de punir, de châtier physiquement et de tabasser. Donc on a vraiment basculé, et la sémantique en fait politique nous prépare à la légitimation de cette violence-là. Jusqu'au jour où il y aura un accident, parce que tout ça va mal se finir. Mais ça s'est déjà mal fini avec les Gilets jaunes. C'est-à-dire que le bilan physique et humain est effroyable, les Gilets jaunes. Une trentaine de personnes ont été éborgnées. 4 ou 5 personnes ont perdu la main avec les grenades de désencerclement. Zineb Redouane, qui ne manifestait pas, mais qui était à son balcon, est morte d'un tir tendu de grenades lacrymogènes. Donc le bilan est déjà effroyable, mais là aussi, il y avait une sémantique pour préparer l'opinion publique au fait que ce sont d'abord des ennemis, et donc c'est justifié de les éborgner, de les mutiler. Ça n'est jamais justifié, sauf dans un cadre de légitime défense. Les policiers, hier, j'en ai vu aucun qui était dans un cadre de légitime défense. Mais justement, qu'est-ce que tu as vu hier? Il y a des images qui te restent, des images que tu as vues directement ou des images que tu as vues par l'intermédiation des vidéos en ligne, qui sont nombreuses et heureusement. Qu'est-ce qui te marque? Quelles sont les scènes, les cas de figure qui te font dire qu'on est sorti de l'état de droit et qu'on est dans le cadre d'une répression? Il y a deux, je vais en citer deux. Alors, il y en a une que j'ai filmée moi-même. C'est une charge de la compagnie d'intervention, la numéro 12, tout le monde la connaît à Paris, c'est la plus violente. Et il y a un manifestant qui est debout, qui fait absolument rien, et le policier vient vers lui et lui donne un grand coup de matraque en plein visage. Donc je l'ai mis en ligne sur mon compte Twitter, ma fille sur AB7 Média l'a rediffusé. Totalement gratuit. En plus, il est très clair que dans la doctrine d'emploi du bâton de défense, comme ça s'appelle, il est interdit de frapper la tête et les parties génitales. Là, il vise clairement la tête. Il aurait pu le tuer. Il aurait pu le tuer. Ça, c'est la première image qui m'a le plus choqué. La deuxième image, c'est Amar Taoulit qui l'a filmé. C'est une charge, encore de la compagnie d'intervention numéro 12, et on voit le commissaire en tête, qui charge le cortège des manifestants et qui matraque des gens au sol, qui les bouscule, et ensuite qui se retire sans faire aucune interpellation. Donc une charge dans un cortège, c'est soit pour faire des interpellations, et ça doit être mesuré, c'est est-ce que ça vaut la peine de prendre le risque de mettre tout le monde en danger pour interpeller une ou deux personnes, ou sinon, si on veut faire reculer le cortège, il y a d'autres moyens que ça. C'est-à-dire, il y a les gaz lacrymogènes. Généralement, d'ailleurs, quand les policiers avancent de 10-15 mètres, tout le monde recule, naturellement. Donc ces deux images-là sont effroyables parce qu'on voit que c'est pour faire mal, c'est pour tabasser, c'est pour décourager de revenir en manifestation. Mais là, on n'est plus du tout dans l'état de droit. Et ces policiers sont couverts. Et ce qui m'a choqué, c'est que j'ai vu ce matin que Libération sortait un article et la phrase de Gérald Darmanin, c'est d'expliquer les violences policières en disant « individuellement, c'est sous l'empire de la fatigue que ces policiers cèdent ».
Alors s'il est prêt à trouver des excuses pour les policiers, il va falloir qu'il en trouve pour les manifestants qui, effectivement, sont eux aussi fatigués. Notamment parce qu'ils sont souvent nassés pendant des heures. Exactement. Donc si on peut excuser les violences policières, il va falloir excuser aussi les violences des manifestants sous ce registre-là. C'est-à-dire qu'on est en pleine absurdité du discours politique et surtout, il y a désormais plus de limites à la violence de la répression. Je pense qu'en fait, la dérive à laquelle on assiste, c'est la même que sous les Gilets jaunes. La colère des Gilets jaunes imposait une réponse politique et sociale qu'ils n'ont pas eu, parce que même si on dit qu'ils ont eu 17 milliards, ce n'est pas du tout leur revendication. Leur revendication fondamentale, c'était le RIC. En fait, c'était de reprendre le contrôle sur les élus qui sont censés les représenter. C'était ça la revendication principale. Bien sûr, ils ne l'ont pas eu. Aujourd'hui, on est exactement dans la même configuration. C'est qu'aujourd'hui, il y a une revendication sociale et maintenant désormais politique avec l'utilisation du 49.3. Et la seule réponse du pouvoir, c'est la police. Donc, bien sûr que comme c'est une réponse inadaptée, totalement inappropriée, on ne peut que tomber dans l'escalade de la violence. Et donc toutes les manœuvres dites de maintien de l'ordre sont d'abord des manœuvres répressives parce qu'il ne peut pas y avoir autre chose que de la violence quand vous avez une réponse qui ne correspond pas à la demande. C'est vraiment ça le sujet. Donc on a basculé désormais dans un état policier, c'est-à-dire qu'au lieu de répondre politiquement et socialement, comme la réponse est inappropriée, la fuite en avant du gouvernement, c'est la violence policière. Et donc même sur le discours de « il y a des casseurs », il y a d'abord des gens en colère. Il ne faut pas confondre le symptôme et la cause. Le symptôme de la violence en manifestation, j'exclus l'infime minorité de gens qui viennent toujours en manifestation pour en découdre, mais c'est quoi? C'est 1% des effectifs, de la vraie colère qui est là, et ça c'est un symptôme. Mais qui a provoqué la colère? Qui a provoqué la colère? La colère, elle est née justement de, la surdité du gouvernement sur les revendications sociales, sur un mouvement social d'ampleur, la surdité sur la colère liée à l'utilisation du 49.3, et notamment des jeunes. On en discutait tout à l'heure, Théophile. Les jeunes, on avait l'impression qu'ils n'étaient pas très politisés, mais on leur apprend à l'école que la démocratie, c'est le gouvernement de la majorité. Et puis là, 49.3, en fait, ils se rendent compte que le pouvoir en place n'a pas la majorité au Parlement, n'a pas la majorité dans le pays, mais dirige, décide. Ce qui est terrible aussi, c'est que le pouvoir donne l'exemple, le mauvais exemple, en disant, en fait, je n'écoute personne. Le pouvoir reproche toujours à la foule, comme dit le président de la République, un propos extrêmement méprisant, de ne pas l'écouter, de ne pas le comprendre. Mais lui, tous les jours, il fait l'inverse de ce qu'il dit. Et ça, c'est terrible. C'est-à-dire qu'on est vraiment désormais dans une confrontation. Et jusqu'au drame. Alors malheureusement, pendant les Gilets jaunes, il y a eu plein de drames. C'est passé comme une lettre à la poste. Je ne suis pas sûr que le jour où il y aura un drame sur un gamin de 16 ans, de 17 ans, ça passera comme une lettre à la poste. D'ailleurs, l'histoire de la France, notamment en 86 avec la mort de Malik Oussekine, est encore dans les esprits. Il n'y aura qu'un responsable de ce drame. Ce ne sera pas les foules haineuses, comme disait le président de la République, ce sera le président de la République. Il y a plus de maintien de l'ordre en France, je vais le dire très clairement. La doctrine du maintien de l'ordre a été abandonnée, c'est-à-dire celle qui consistait à la désescalade et à faire en sorte qu'une manifestation ne dégénère pas. Désormais, il y a des ordres pour réprimer le mouvement social. Là, il faut être très clair, c'est que ce qui se passe aujourd'hui, c'est la répression d'un mouvement social. Est-ce qu'on peut parler de stratégie du chaos aussi? Bien sûr, c'est une stratégie du chaos et du pourrissement. L'idée, c'est que le président se dit « ça a bien marché avec les Gilets jaunes, on va montrer qu'il n'y a que de la violence, donc nous, on va incarner le parti de l'ordre, et puis ça va passer comme une lettre à la poste ». Ce que ne comprend pas le président, c'est qu'effectivement, il a réprimé et écrasé le mouvement des Gilets jaunes, mais ça ne remet pas les compteurs à zéro, c'est-à-dire que les colères s'additionnent. Et le jour où le vase va déborder, vraiment, on ne sait pas ce qui se passera, mais ce sera terrible. Et la fonction de président de la République implique de sentir le pays et de calmer le jeu et de réunir les gens, de les unir et non pas de fracturer, d'opposer le parti de l'ordre aux casseurs, du parti de l'ordre, moi le président et je dénonce les factieux, etc. C'est vraiment un discours qui met de l'huile sur le feu. C'est terrible de parler comme ça. On a un président qui aime provoquer, qui a presque du plaisir à déplaire et à pouvoir passer en force. Et puis ça en dit long sur le regard qu'il porte sur les Français, sur la France d'ailleurs. Et puis il s'impose, il s'auto-décrète comme étant le seul incarnant l'intérêt général. Il dit « je veux pas faire cette réforme, ne me fait pas plaisir, mais entre ma popularité et l'intérêt général, je choisis l'intérêt général. » Mais c'est pas l'intérêt général. L'intérêt général, c'est de calmer le jeu. Quand bien même la réforme serait fondée, quand bien même elle le serait, la manière et la forme, ça ne va pas. Quand on voit le pays qui s'embrase, la sagesse impose de dire « Ok, je vous ai entendu, ben on va se remettre autour d'une table.
Il n'y a pas de honte à ça. Au contraire, moi je trouve que c'est très noble. Et probablement que s'il était allé au vote, en fait, à l'Assemblée nationale, même s'il avait perdu le vote, il aurait pu adopter une attitude que j'aurais trouvée, moi, à titre personnel, très noble, c'est de dire, c'est la démocratie. Je constate que ce projet de loi est minoritaire à l'Assemblée nationale, eh bien on reprend le travail. C'est là où les mots ont un sens. Tout ce qu'il a fait est légal. Ça, c'est clair, c'est légal. Maintenant, est-ce que c'est légitime politiquement? Ça, c'est un autre débat. Et attention de ne pas être toujours attaché qu'à la seule légalité, parce que dans l'histoire de la France, heureusement qu'à des moments donnés, le peuple a contesté la légalité au motif que c'était illégitime. Sinon, nous ne célébrerions pas le 14 juillet la prise de la Bastille. Si on avait écouté Emmanuel Macron en 1789, il ne se serait rien passé. Donc il y a des moments où il ne faut surtout pas penser que la seule légalité suffit. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui est perçu, c'est que ça n'est pas démocratique parce que ça n'est pas politiquement légitime. Le président Emmanuel Macron n'a pas vu venir le mouvement des Gilets jaunes. Il ne voit pas venir le mouvement social. C'est-à-dire que ni lui, ni ceux qui sont autour de lui sont capables de prendre le pouls du pays. Mais parce qu'ils n'écoutent pas ce que dit la rue. Donc le président n'entend pas, ce qui là aussi n'est pas un comportement approprié pour un président de la République. L'individu doit s'effacer devant la fonction. Et là on comprend qu'il en fait une affaire personnelle, il veut montrer qu'il a raison, c'est une forme d'immaturité, c'est vraiment l'enfant qui trépigne, qui défie ses parents et qui dit j'ai raison, j'ai raison. La fonction présidentielle, elle dépasse très largement ce registre-là et malheureusement lui ne dépasse pas. Donc effectivement il est dans un schéma où à la limite, s'ils avaient assumé, quand je dis ils, c'est le gouvernement et le président, que leur réforme des retraites découle d'une conception néolibérale du monde, ça se défend politiquement. Après, est-ce qu'ils arrivent à convaincre ou pas? Mais cette rhétorique qui consiste à dire il n'y a pas le choix. Mais bien sûr qu'il y a le choix. C'est juste qu'il faut assumer. Et d'ailleurs, comme ils n'assument pas, tout le monde l'a vu. Et comme ce pouvoir considère que le peuple n'est pas capable de comprendre. À chaque fois, on dit on n'a pas à s'expliquer, on a manqué. Non, mais le peuple a très bien compris. A parfaitement compris et a dit ce ressort, cette motivation politique de votre réforme, en fait, on n'en veut pas. Parce que ce n'est pas ça qu'on veut en France. C'est ça que le peuple dit, tout simplement. Voilà, donc politiquement, vous n'avez pas convaincu, soyez intelligent, soyez responsable, soyez soucieux du bien du peuple et du pays. Mais là, il y a vraiment le souci pour le président d'en faire une affaire personnelle. C'est-à-dire, je ne céderai pas. Le père de la Ve République a montré qu'il est intelligent de céder et a quitté le pouvoir en 69 quand il a vu que les Français ne partageaient plus sa conception du pays. J'invite Emmanuel Macron, alors il ne démissionnera pas, mais au moins à s'inspirer de cette philosophie politique intelligente.